Bienvenue pour ce nouveau podcast créatif, c'est le numéro 4, nous sommes au printemps et comme vous êtes nombreux à me demander en commentaire comment je m'appelle, je tiens à vous préciser que je m'appelle Nathalie et je vous souhaite vraiment la bienvenue et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi aujourd'hui. J'ai commencé, il me semble, mon premier podcast créatif au printemps dernier et je peux vous dire que mon défi de coudre ma garde-robe maison avance, mais pas aussi rapidement que je l'aurais imaginé. Finalement, je mets beaucoup plus de temps à coudre mes projets, à réaliser mes projets que je l'avais espéré. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même une bonne nouvelle. Cette année, pour la première fois, là, à ce printemps, eh bien, j'ai pu me créer une première petite capsule wardrobe, vous savez, une petite capsule de printemps-été avec un maximum de pièces cousues main. Donc c'était quand même une grande satisfaction de pouvoir en arriver à ce résultat-là. Je pense que je partagerai bientôt cette capsule. Dites-moi si ça vous intéresse et la manière dont vous aimez qu'on vous présente les capsules. Est-ce que vous aimez qu'on voit les vêtements portés? Est-ce que vous préférez voir simplement les vêtements en aplat? Dites-moi ça dans les commentaires pour que je puisse préparer cette prochaine vidéo. Avant de passer au podcast avec la partie tricot, je voulais quand même vous partager cette petite réflexion que je me suis faite dernièrement. C'est-à-dire que j'ai quand même pour objectif de pouvoir venir vous présenter les projets, les réalisations que j'ai réalisées régulièrement et j'aimerais vraiment beaucoup réussir à pouvoir venir vous retrouver chaque mois. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai des pièces terminées. Et par contre, je me rends compte quand je regarde d'autres podcasts créatifs qu'il y a beaucoup d'encours. Alors je me dis que je devrais peut-être tout simplement venir chaque mois vous parler de là où j'en suis, d'où en sont mes projets, ce que j'ai commencé, ce que j'ai terminé, ce que j'ai en cours et peut-être plutôt vous proposer par la suite des bilans plus complets en termes de couture ou de tricot, etc. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez là encore, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi ce que je remarque, c'est que c'est un vrai plaisir pour moi de retrouver certaines personnes sur YouTube tous les mois qui proposent leur podcast et il n'y a pas forcément toujours des pièces terminées. Donc je me dis que je devrais peut-être être un peu moins exigeante avec moi-même et venir à votre rencontre un petit peu plus souvent. D'autant plus qu'à chaque fois j'ai toujours énormément de plaisir à vous retrouver, à vous partager quand je reçois vos commentaires, et ben ça me motive énormément. J'ai toujours de bons conseils aussi, donc je me dis que je devrais vraiment venir vous voir plus souvent. Allez, on commence tout de suite ce podcast avec la partie tricot. Alors en ce qui concerne le tricot, eh bien j'ai un projet en cours à vous partager. Il s'agit encore une fois et sans surprise d'un gilet. Un gilet de chez Drops. C'est un gilet donc qui est en libre accès sur le site internet Drops Design. Alors vous savez, moi ce que j'aime bien faire chez Drops, comme c'est un site qui existe depuis très longtemps, c'est de regarder leurs anciens modèles. Et c'est vrai que quand on prend la liste de leurs modèles à revers, eh bien on se rend compte qu'il y a vraiment de très très vieux modèles et on voit vraiment une belle empreinte années 90, années 80 même. Et je trouve que c'est hyper intéressant de redécouvrir ces modèles-là. Et donc j'ai choisi en fait dans des pages un petit peu plus quand même récentes un ancien modèle de chez Drops pour réaliser un gilet avec un petit col. C'est vraiment ce que j'avais envie d'intégrer dans ma garde-robe pour ce printemps. Le modèle que j'essaye donc de reproduire actuellement, c'est le modèle Drops 4311. C'est un modèle qui peut se confondre avec un autre de leurs modèles, puisque c'est un modèle ancien, je pense qu'il peut y avoir un petit bug dans le référencement. J'ai vraiment été attirée par ce gilet parce qu'il a ce fameux petit col et je n'ai encore jamais réalisé de petit col, donc j'avais envie de découvrir ça. Et puis parce qu'il y a un tout petit point qui donne une petite texture au gilet. Mais en fait, plus ça va et plus je me rends compte que ce que j'aime vraiment faire dans le gilet, moi c'est vraiment des aplats. J'ai pas vraiment de goût pour les motifs parce que souvent ils sont trop répétitifs et c'est trop carré au niveau de leur emplacement. Donc je pense déjà me faire d'autres versions de ce gilet mais sans les motifs à répéter. Ce qui m'inquiète un petit peu dans ce modèle, c'est au niveau des emmanchures. Je trouve que sur la photo, les emmanchures ont l'air vraiment d'être larges et de tomber assez bas.
Donc ça, j'ai peur que ce soit un petit peu dérangeant au porté. Mais en tout cas, vraiment en lui-même, c'est le genre de gilet que j'aime beaucoup porter. Donc je pense que j'aurai pas de mauvaises surprises. Je pense que ça va beaucoup me plaire quand il sera terminé. Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans ce modèle, c'est qu'il se tricote avec une aiguille circulaire. Et donc on va tricoter tout le tricot d'un seul coup, en commençant du bas pour aller vers le haut. Alors que c'est vrai qu'en ce moment on entend beaucoup parler de l'inverse, des tricots qui se tricotent du haut vers le bas. Donc ici on a un petit mix entre le tricot à plat, ce que j'adore particulièrement, et le tricot en rond. Donc on tricote à plat mais sur une aiguille circulaire. Le but c'est vraiment de réussir à tricoter donc le côté droit, le milieu, dos et puis le côté gauche d'un seul coup. Et ensuite on fait des séparations à partir du moment où on commence à travailler les emmanchures en fait. Ça fait que finalement on a un très gros projet sur les aiguilles. Je trouve que c'était à la fois très stimulant, c'est-à-dire que j'ai trouvé que j'avais avancé très très rapidement. Pour vous dire une chose à ce propos d'ailleurs, j'ai commencé ce tricot le 25 mars donc de cette année. Je l'ai tricoté en une semaine comme une folle pendant toute la semaine, donc j'ai tricoté tout ça. J'ai même fait donc le devant, une partie du devant, et donc là j'étais en train de faire les diminutions pour pouvoir faire le col. Et en fait j'ai eu un doute à partir de ces diminutions là justement. Et ce doute fait que j'ai arrêté de tricoter. J'ai arrêté de tricoter mais pendant plusieurs semaines puisque nous sommes au mois de mai et que je n'ai pas terminé. Donc là, le fait de le retrouver, de le revoir, de retrouver la laine, et ben ça me redonne un petit peu envie de le terminer, donc je pense que je vais m'y replonger. Mais vous voyez que j'ai fait quand même une grande pause. Et pourtant, j'ai vraiment adoré ce tricot, j'ai vraiment hâte de le terminer. Et en plus, je veux dire, il laisse entrevoir de très belles choses. Ce que j'aime particulièrement dans ce tricot, c'est déjà les diminutions au niveau de la taille. Je trouve que c'est vraiment très joli et le fait qu'il n'y ait pas de couture en fait finalement entre les différents panneaux, donc les côtés gauche, droite et le dos, le fait qu'il n'y ait pas de couture au niveau des côtés, ça change vraiment le style du tricot et ça lui donne une autre personnalité, une autre finition que j'aime vraiment beaucoup. Et alors moi j'ai pas totalement respecté le patron, normalement on fait les augmentations et les diminutions à une maille, moi je l'ai fait à deux mailles, ce qui fait que ça a créé un motif particulier sur le côté. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours peur de créer des mailles comme ça dans le vide sans rajouter des mailles en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais du coup, ça a transformé finalement le design du gilet, mais c'est pas pour me déplaire. Simplement, ce n'est pas exactement la manière dont il devrait être tricoté initialement. Ce que j'aime bien aussi au niveau de ce design, et bien pour l'instant, c'est vraiment le petit point que l'on doit tricoter à chaque fois. C'est simplement une maille en verre finalement. Qui permet d'avoir comme des petits points qui sont en relief et qui se répètent sur le gilet. Je trouve que ça apporte une petite texture sans apporter un véritable motif, donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais comme je disais, je pense que je finirai par le retirer sur une autre version par exemple pour avoir quelque chose de plus lisse. Néanmoins je trouve que ça apporte vraiment un effet de texture que je trouve intéressant. Voilà, alors donc pour vous montrer, donc on a une partie, donc là c'est le côté droit du devant. Et en fait ici on a le dos qui est replié sur deux épingles comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite on a la partie de gauche qui est ici, qu'il faudra donc reprendre pour terminer le tricot. Finalement, j'ai été très emballée au début quand j'ai commencé à tricoter parce que j'ai trouvé que ça allait extrêmement vite et qu'on voyait assez rapidement le résultat et ce qu'allait rendre le tricot. Et finalement, maintenant qu'il faut passer à l'étape où justement on met en arrêt certaines parties du tricot et on tricote le reste, j'ai l'impression que du coup ça me freine un petit peu, que c'est un petit peu plus long. Mais je pense que c'est surtout lié à mon hésitation par rapport au col, par rapport à la formation du col. Alors au niveau de la laine, alors je me suis inspirée de Lysandre
qui a aussi un très beau podcast créatif sur YouTube, qui met en fait toutes les petites étiquettes dans un petit sachet dans ses encours, de façon à voir combien de pelotes elle a utilisé, ne pas perdre les références, etc. Donc je m'inspire d'elle, et si jamais elle passe par là, eh bien je la remercie pour cette petite astuce. Donc je vais vous parler maintenant de la laine que j'ai choisie. Sans surprise encore une fois, c'est une laine de chez Drops, c'est la laine Belle que j'ai vraiment adoré tricoter sur mon dernier tricot. Et cette fois-ci, j'ai choisi donc une autre couleur. Cette fois-ci, j'ai choisi la couleur 2. Donc c'est un beige encore une fois, mais un petit peu plus lumineux, un petit peu plus jaune aussi. En fait, je cherche vraiment une couleur plutôt crème, écru mais chaud. J'ai pas envie d'un beige froid. Et j'ai quand même du mal à trouver cette teinte. Donc là, actuellement, ça ressemble à cette couleur là, donc vous voyez c'est un petit peu jaune, mais ça reste quand même assez clair au niveau de la couleur. Donc ça réagit pas mal en fait avec la lumière environnante, selon si on est un petit peu dans la pénombre ou si on est en plein soleil. La couleur est difficile à déterminer. Parfois elle va paraître plus jaune, parfois elle va paraître plus orangée, et parfois elle va paraître vraiment crème. Donc je trouve que c'est quand même une teinte intéressante, justement parce qu'on ne la perçoit pas de la même manière en toutes circonstances. Donc voilà où j'en suis par rapport à ce tricot. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai commencé, j'aimerais vraiment réussir à le terminer, donc je vais me replonger dans mes petites notes. Je crois qu'en fait, le fait d'avoir un petit bug comme ça à un moment donné, un petit doute, ça nous fait perdre un petit peu confiance, et puis du coup on a peur d'avancer et de devoir redétricoter, et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant quand même. Et voilà, c'est un petit peu frustrant aussi. Je me suis rendu compte aussi que finalement, au fur et à mesure des projets que je tricote, eh bien je prends des petites notes, donc j'utilise un petit carnet comme ça, et vraiment je fais des petites croix, je note en fait toutes les répétitions que je fais, parce que sinon j'ai l'impression que j'oublie, que je me perds, et que je fais des erreurs en fait assez bêtement. Alors j'utilise aussi un petit compte-rang, mais j'ai l'impression que si je prends mon projet le matin, que je tricote un petit peu, que je m'arrête en cours de route, que je le reprends le midi, que je le reprends le soir, avec de nombreuses interruptions, et bien j'ai l'impression que je peux m'y perdre rapidement. Donc je trouve que le fait de prendre des petites notes comme ça, c'est plus sécurisant. J'ai l'impression que je peux mieux m'y retrouver. D'ailleurs j'ai l'impression que le fait d'avoir mis de côté un petit peu mon tricot pendant plusieurs semaines, que ça me fait perdre un petit peu confiance dans ma capacité à retrouver l'endroit où j'en étais, en fait là où je m'étais arrêtée. Donc j'espère que ces petites notes vont être utiles pour moi pour retrouver le bon endroit et pour retomber un petit peu sur mes pattes pour pouvoir le terminer et le continuer. Voilà pour l'instant pour la partie tricot, je n'ai rien d'autre à vous montrer dans cette catégorie. Je pense qu'en automne, il y aura peut-être plus de projets à la fois en cours à vous partager, parce que j'aimerais me lancer dans le tricot de chaussettes. Je crois que je vous en avais parlé déjà dans le dernier podcast. Pour l'instant, voilà, je vais vraiment me concentrer à terminer ce gilet, et puis j'espère vous présenter quelque chose d'autre dans le prochain épisode, ou en tout cas vous montrer ce projet terminé. Alors j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui commencent un petit peu à me caractériser quand même au niveau de la couture et du tricot. Premièrement, les tricots sont beiges, et deuxièmement, mes cousettes sont bleues. C'est vrai que le bleu, c'est quand même une couleur qui m'inspire énormément, et notamment quand on arrive au printemps et à l'été, c'est une couleur que j'adore porter. Donc je vais commencer la partie couture en vous parlant d'un haut que j'ai enfin réussi à terminer, à ajuster, et que j'adore porter en fait, parce qu'il me va vraiment bien maintenant. C'est donc un petit haut que vous avez déjà vu dans le précédent épisode, c'est le haut Hélène. Donc c'est un haut, c'est un petit top en fait tout simple à fines bretelles. Les bretelles se construisent avec un biais. La petite difficulté, je dirais que c'est au niveau de la jonction des deux biais qui peut être un petit peu délicate. Sinon c'est un haut assez simple qui se porte très très bien avec un jean à l'intérieur d'une taille haute, d'une jupe ou d'un pantalon taille haute.
Il se porte très bien sous un gilet aussi également. J'ai déjà porté plusieurs fois et de différentes manières. Donc c'est vraiment une pièce qui a rejoint justement ma petite capsule de printemps-été de cette année. Donc vous retrouvez aussi un tissu que j'avais déjà cousu. J'avais cousu une jupe portefeuille avec l'été dernier. Donc c'est un lin viscose, donc vraiment pour moi c'est le meilleur tissu qui existe à ce jour et qui est hyper confortable. Les coloris sont très beaux aussi. C'est à la fois lourd, on sent quand même la matière sur nous et en même temps c'est très fluide et très léger. Ça respire et c'est vraiment un vrai bonheur à porter. Vraiment j'adore, je suis vraiment fan de ce tissu. Donc par rapport aux petites modifications réalisées sur ce top, donc moi tout d'abord la chose qui était la plus importante c'était au niveau du décolleté, donc j'ai rabaissé un petit peu l'encolure qui est une encolure droite en fait. Et ça montait un petit peu trop au niveau des clavicules, donc moi j'aime quand même avoir un petit peu plus d'ouverture à ce niveau là, et donc j'ai vraiment réussi à le positionner. Et ce qui posait problème la dernière fois avec le fait que le col remontait, et bien c'était simplement que les pinces poitrine n'étaient pas bien ajustées. Alors ça c'est quelqu'un qui m'en avait parlé aussi dans les commentaires, on m'avait conseillé de simplement rebaisser les pinces poitrine et c'était un très bon conseil, donc merci beaucoup pour ce conseil parce que justement vraiment ça a résolu tout le problème. Les petites particularités de ce haut, c'est simplement donc on a déjà l'encolure qui se fait simplement comme ça avec un petit revers sur le devant et aussi sur l'arrière. Donc sur l'arrière vous avez une meilleure vue de l'épaisseur initiale en fait, de la hauteur initiale du revers. Donc moi j'ai simplement fait un petit tourlet mouchoir sur le devant et sur le derrière, donc ce qui fait que c'est très fin et quand on le porte ça ne se voit pas beaucoup. Ensuite on va dire qu'une de ses spécificités à ce petit top, eh bien, c'est d'avoir donc l'emmanchure qui se fait avec un biais. Donc c'est aussi très rapide à faire, assez simple à faire. Comme je disais, c'est surtout cette petite finition au niveau de la jointure entre les deux biais qui est un peu difficile. Et en plus moi je trouve que ça a tendance à s'ouvrir. Donc peut-être qu'il faut que je trouve une autre technique pour bien coudre cette jonction là. Et puis ce qui faisait aussi la particularité de cette blouse, eh bien c'était cette petite finition ouverte sur le côté avec du coup une petite couture à faire assez particulière. Ensuite c'est un ourlet simple, moi je fais aussi un ourlet mouchoir sur le bas, comme ça on reste dans quelque chose de très fin et de très agréable à porter. Je le retourne parce que vous savez que je suis quand même une grande fan des belles finitions, je trouve que c'est ce qui fait le charme de la couture fait maison, tellement agréable aussi au porter. Et la petite particularité c'était donc de réussir à faire cette finition là. Donc j'ai trouvé un petit tuto sur Pinterest qui permet de faire finalement cette petite finition d'une manière très très propre. Donc j'ai encore à me perfectionner, mais je trouve que j'ai vraiment progressé justement sur cette finition là. Donc j'en suis vraiment très très contente. Bah moi j'en veux plein, pas forcément de ce modèle là parce que ça reste quand même un haut qui n'est pas cintré, qui est quand même assez blousant finalement, avec un décolleté plutôt haut. Donc je pense que c'est le genre de pièce qu'on aime avoir dans son petit dressing parce que justement c'est une pièce facile à porter, voilà, au quotidien c'est très facile. Et c'est aussi très professionnel je trouve, parce que c'est assez élégant. Et assez neutre en fait comme petit vêtement. Donc voilà, c'est vraiment une belle pièce et je suis contente d'avoir enfin réussi à l'ajuster pour moi et à réussir à me sentir bien dans ce vêtement. C'est vraiment toujours à chaque fois un petit challenge, un petit objectif que je me fixe de vraiment réussir à faire en sorte que ça me corresponde bien pour le porter vraiment au quotidien quoi. Donc voilà, je suis très contente de cette première cousette. Alors maintenant je vais vous présenter mes cousettes les moins réussies selon moi, celles qui me titillent un petit peu et qui me font dire que soit je vais avoir besoin de coudre de nouvelles versions, ou soit ce sont des modèles que je n'ai carrément plus jamais refaire. Je commence avec un petit haut en jersey.
que j'ai fait selon mon propre patron à partir d'un t-shirt que j'avais déjà, enfin d'un débardeur que j'avais déjà dans mon dressing. Donc ce qui fait que je ne suis pas très contente de l'avoir fait et à la fois ce qui fait que je suis contente, c'est que je vous avais déjà présenté en fait ce tissu dans un autre podcast et c'était justement ce que je n'avais pas terminé de faire l'été dernier. Et je suis très contente du coup de l'avoir enfin ressorti du placard pour ce printemps et de l'avoir terminé. Ce qui m'avait demandé du temps justement pour le terminer, c'était que je me demandais quelle finition j'allais faire pour les emmanchures et les encolures. C'est vraiment ce qui m'avait en fait totalement freinée dans sa conception et dans sa fabrication. Et c'est un petit peu comme avec le gilet finalement, à partir du moment où je doute, ça me freine totalement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais vraiment c'est quelque chose que je commence à prendre conscience. En fait, je me rends compte que si il y a une petite difficulté, que je doute beaucoup, et bien du coup je suis capable en fait de simplement la laisser de côté pendant plusieurs semaines quoi, jusqu'à retrouver le courage de pouvoir m'y remettre. Pour les finitions, j'ai choisi de faire un biais. Un biais, donc il a fallu faire des petits calculs par rapport à l'élasticité du jersey. J'ai trouvé aussi toutes les infos sur internet. Et j'en suis plutôt satisfaite. Néanmoins, comme vous pouvez le voir ici, sur le décolleté, on a quand même des petites fronces qui sont apparues du fait que le biais doit être beaucoup plus court que l'encolure de base, de manière à ce qu'il puisse bien se poser sur le corps et ne pas en fait justement s'ouvrir. Donc je trouve que j'ai mieux réussi à le poser derrière et finalement moins bien devant, ce qui est dommage. Alors après quand on le porte ça se voit moins puisque le tissu est un peu tiré, mais je me dis que la prochaine fois il faudra vraiment que je commence par fixer le devant et ensuite que je termine par l'arrière pour éviter d'avoir ces petits détails disgracieux sur le devant. Il vaut mieux qu'ils soient cachés derrière finalement s'ils doivent y être. Après au niveau de l'emmanchure finalement ça s'est bien passé. Je retrouve quand même le même petit problème assez régulièrement tout autour. Au niveau du bas du top, j'ai simplement fait une finition à la surjeteuse, ensuite je fais un ourlet simple. Alors ce top il est assez agréable à porter parce qu'il est assez long, j'avais prévu assez de longueur pour qu'il puisse vraiment, vous savez, recouvrir un peu les fesses, notamment si on le porte sous une jupe taille haute par exemple. Je trouve que des fois c'est pas très agréable et pas très beau de voir en fait la démarcation du top que l'on glisse à l'intérieur. Donc là je l'avais fait suffisamment long pour que ça puisse ne pas se voir, donc ça fonctionne bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez également, mais je doutais énormément sur le choix de la finition pour finir l'encolure et les emmanchures parce que je ne voulais pas avoir un résultat un petit peu trop sport, un petit peu trop vêtement de sport. Et là je trouve justement que cette finition c'est vraiment trop sport en fait. J'aurais aimé avoir une finition plus raffinée, voire peut-être même plus enfantin. Je me souviens que quand j'étais ado, j'aimais beaucoup porter les t-shirts petits bateaux avec le petit élastique dentelé en fait, avec la petite dentelle. Je trouvais que ça rapportait une petite touche, un petit peu de raffinement. Ça fait un petit peu plus sous-vêtements, un petit peu moins vêtements de sport justement. Et donc voilà, je pense que comme il me reste pas mal de métrage de ce tissu, j'en avais prévu justement pour en faire plusieurs. Je vais tester différentes finitions et puis à chaque fois de toute façon je me dis que j'apprends. C'est vrai que j'appréhendais beaucoup l'utilisation de la machine à coudre classique pour coudre en fait ce vêtement, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Et du coup je suis un petit peu moins frileuse, donc je pense que je vais me lancer un petit peu plus facilement dans les autres modèles que j'aimerais du coup réaliser avec ce tissu. Petit bémol quand même pour la qualité de ce tissu que j'avais trouvé au tissu des Ursules. Je l'ai porté déjà une ou deux fois ce top et je trouve qu'il commence déjà à faire des petites bouloches au niveau des aisselles. Donc vraiment ça signifie quand même que ce n'est pas forcément un tissu de très très bonne qualité. Et puis globalement je trouve que ce qui est un petit peu dérangeant avec le jersey, c'est que c'est beaucoup trop élastique. Moi j'aime pas trop quand c'est trop élastique.
D'ailleurs, je vous ai rapporté un de mes t-shirts dont j'aime vraiment la texture. Donc là, c'est du jersey. Mais vous voyez, en fait, la texture, elle est vraiment beaucoup moins élastique. Je sais pas comment vous dire, mais ça me donne la sensation que c'est de meilleure qualité. C'est un vrai tissu à t-shirt. Alors que là, on est vraiment sur un jersey très élastiqué. Et pour moi, ça vieillit moins bien. Voilà, c'est un petit peu la sensation que j'ai. Donc je ne sais pas si vous connaissez différentes qualités de jersey et si vous savez où je peux trouver ce type de jersey. Ça, c'est un t-shirt de la marque Esprit et je pense que c'est vraiment un tissu de qualité supérieure. En tout cas, je trouve qu'il résiste très bien au temps, très bien au lavage, zéro bouloche. Et niveau élasticité, justement, on a vraiment ce confort du t-shirt de qualité que j'aime beaucoup. Mais jusqu'à présent, j'en ai jamais trouvé dans les magasins type Mondial Tissu, Tissu des Ursules. Donc si vous avez des bonnes adresses à ce propos, je suis vraiment preneuse. Voilà pour ce petit top. Maintenant, je voudrais vous présenter un projet que je pensais reproduire plusieurs fois et j'avais imaginé que dans ce podcast, justement, je vous aurais proposé différents modèles. Mais finalement, je ne suis pas convaincue par le modèle, donc ça m'a complètement freinée aussi dans mon envie d'en faire plusieurs. Donc je vous montre ça. Donc en fait, depuis quelques temps, j'avais vraiment pour projet de me refaire une bonne collection de pyjamas parce que je n'en ai pas beaucoup et notamment parce qu'en hiver et en automne, je n'ai pas du tout de pyjama type pantalon ou avec un haut à manches longues, etc. Et pour autant, j'avais pas envie justement de me coudre des vêtements en jersey, j'avais vraiment envie d'un beau pyjama d'intérieur qui peut faire aussi justement vêtements d'intérieur. Donc je suis partie sur ce modèle-là de pyjama. Alors c'est le Simplicity 1504 et c'est vraiment un pack pour toute la famille. Donc déjà il coûte assez cher honnêtement, c'est une vingtaine d'euros hein, pour l'avoir. Et je me suis dit que ça valait le coup parce que justement ça pourrait faire toute la famille. Sauf que finalement, je me rends compte que le patron donc pour adultes, c'est vraiment le même pour hommes et pour femmes. Donc je trouve que ça ne met pas forcément en valeur justement le corps de la femme. Et pour le moment, je n'ai pas testé le modèle pour enfants. Donc déjà, je suis un peu déçue au niveau justement du patronage qui est finalement unisexe. Après en soi ça reste des pyjamas donc ce sont des vêtements qui sont censés être quand même confortables, qui sont censés être un peu larges pour pouvoir être à l'aise, mais je trouve vraiment que c'est trop, finalement c'est trop simple en fait, c'est trop simple et je ne m'y retrouve pas. Alors après il y a un autre facteur qui peut jouer en sa défaveur justement. Donc je vous montre maintenant le modèle. Honnêtement j'ai du mal à vous le montrer parce que vraiment je le trouve moche. Pour tout vous dire, je le trouve moche. Alors voici le modèle cousu, le modèle finalisé. Alors j'ai beaucoup appris sur ce pyjama, mais je voulais quand même vous spécifier quelque chose. En fait, j'ai cousu ce pyjama dans un drap vintage que j'ai récupéré. Et au départ je m'étais dit ça fera une toile ou ça fera un beau pyjama de printemps. En fait il se trouve que déjà mon compagnon n'aime pas du tout le motif, les couleurs. Et aussi, je dois vous dire que même si j'ai respecté le guide des tailles sur le patron, en fait il est 2 fois trop grand, c'est-à-dire qu'il est vraiment 2 tailles au-dessus de ce que je devrais porter. Donc quand je le porte, ben du coup ce n'est pas du tout flatteur et je ne me sens pas très bien dedans en fait. Je me sens vraiment comme si j'avais mis un vêtement d'homme et un vêtement trop large, trop grand. Même si le tissu est fleuri et que les couleurs sont plutôt printanières et joyeuses, etc. Je me sens pas à l'aise dedans. Je me sens très confortable dans ce pyjama par rapport à la texture qui est donc un coton, donc c'est vraiment un tissu, c'est comme les draps en fait, on se sent vraiment comme dans un lit, on se sent bien dedans, moi j'ai bien dormi dedans, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est plus au niveau de l'image que ça renvoie, c'est là en fait où je me sens un petit peu moins bien dedans. Donc
Si je dois le refaire, je le referai 2 tailles en dessous et puis dans des tissus qui me ressemblent un petit peu plus. En soi, je le trouve très mignon ce pyjama et je trouve que les couleurs me vont plutôt bien. Je trouve que c'est quand même plaisant d'avoir un pyjama acidulé pour les beaux jours. Mais je pense vraiment que le problème vient du fait qu'il est beaucoup trop grand. Sinon, en dehors de tous ces petits détails, j'ai appris à faire des choses intéressantes. Alors j'ai créé un faux passepoil pour faire les finitions autour du col. J'ai appris à faire aussi cette belle finition au niveau des manches. Pour ce modèle, j'ai choisi de faire une version chemise plus pantalon. En fait la chemise elle est tellement longue actuellement que vraiment ça m'arrive pratiquement au genou. Et alors au niveau du pantalon c'est vraiment l'horreur, c'est vraiment le pire du pyjama. Je pense que c'est ce qui fait que ce pyjama est vraiment moche au final à porter. Premièrement donc il y a les 2 tailles au-dessus. Ensuite la manière dont il est fait c'est vraiment un pyjama très droit, donc qui se réduit avec l'élastique, mais en fait du coup ça fait vraiment comme une poche devant sur le ventre et un petit peu dans le dos. C'est vraiment pas très flatteur, on n'est pas très à l'aise dans ce patron en fait, enfin en tout cas moi ça ne me correspond pas. Et puis alors sur ce modèle en plus j'avais pas assez de tissu pour faire un pantalon long, donc je me suis dit que j'allais faire un pantacourt et en fait vraiment c'est vraiment pas beau. Ça ne fait pas joli, vraiment je n'aime pas. Et puis en plus ici c'était la première fois que j'ai testé cette finition et je m'y suis un petit peu mal prise, donc ici c'est très épais et ça ne va pas. Donc ce pantalon est raté. Et pour ajouter à ça, eh bien en fait je me suis rendu compte que même si j'avais de la place pour ce pantalon, j'ai déjà craqué toute la couture au niveau des fesses. Et je remarque que ça me fait ça aussi parfois sur d'autres pantalons que j'ai pu coudre, notamment le pantalon kaki que j'avais cousu à cet automne. Et je commence à me demander si pour les pantalons il ne faudrait pas plutôt utiliser un fil spécial et plus fort pour pouvoir, plus solide en fait, pour pouvoir coudre justement ces parties là du jean ou du pantalon que l'on souhaite coudre. Alors aussi je me demande aussi si le pantalon est bien taillé pour moi, parce que je me dis que s'il était bien taillé normalement ça ne devrait pas forcer, ça ne devrait pas tirer. Par contre j'ai renforcé du coup la couture au niveau de mon pantalon kaki cet hiver et finalement je n'ai pas eu de nouveau ce problème. Donc je pense que c'est juste une question de qualité de fil, mais peut-être que parmi vous il y a des personnes plus expérimentées en couture de pantalons qui pourront m'aiguiller un petit peu plus à ce propos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, est-ce que vous trouvez que ce tissu me va bien? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il est vraiment vintage, il est vraiment old school. Justement moi c'est ce que j'aimais bien ça, l'idée d'avoir un pyjama un petit peu à l'ancienne. Bon finalement ça marche pas pour moi, ça marche pas pour nous. J'ai d'autres tissus donc je vais voir. J'ai l'impression que dans ce podcast je suis pleine d'hésitation par rapport à mes projets. C'est vrai que là j'ai envie de me coudre d'autres modèles de ce pyjama, j'ai envie d'essayer déjà avec un pyjama plus petit qui serait plus à ma taille pour voir le résultat. Euh, Peut-être plutôt avec une version soit tunique ou soit avec une version plus crop et avec un short, peut-être ce serait plus moderne aussi. En tout cas j'ai quand même envie de lui redonner sa chance à ce patron, mais c'est tellement de temps finalement de couture que quand on n'a pas un résultat comme ça satisfaisant, ça ne donne pas envie de réitérer. Bon, je pense quand même que je vais réitérer l'expérience parce qu'il ne faut pas rester sur un échec. Il y a peut-être plein de choses qui font que ça n'a pas fonctionné pour cette fois-ci, mais j'ai vraiment envie de me coudre mes pyjamas et d'être à l'aise à la maison quand vient le moment de se mettre en pyjama. Voilà, c'est tout pour la couture femme. Vous voyez que je n'ai pas fait beaucoup de pièces en ces quelques mois qui viennent de passer. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de travail et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des longues périodes de temps pour pouvoir justement coudre. Et tous ces petits problèmes m'ont beaucoup ralenti parce que justement je passais pas à un autre modèle en fait. J'aime pas trop mettre les vêtements en attente et à passer à autre chose, je préfère vraiment le terminer, mais du coup ça me fiche totalement pour les projets en fait finalement. Donc voilà.
Alors donc c'est tout pour la couture femme, mais j'ai quand même des petits projets à vous partager, notamment autour de la couture enfant. Donc j'ai cousu dernièrement cette petite barboteuse ou gigoteuse, je ne sais plus, qui vient du livre Les Intemporels pour bébé, que nous sommes nombreux à connaître. C'est la première fois que je cousais ce modèle. J'en avais cousu un autre modèle que j'avais trouvé gratuitement sur internet. Mais les tailles ne correspondaient pas du tout, donc là c'est vraiment du 3 mois. Et d'ailleurs j'ai brodé à l'intérieur en chiffres romains, donc le numéro 3, pour me souvenir que c'était bien du 3 mois. Il me reste encore à mettre des pressions ici au niveau de l'entrejambe, et alors en fait je ne sais pas pourquoi mais je me suis mise en tête de mettre des élastiques au niveau des jambes, alors qu'en fait normalement sur le patron il n'y en a pas. Donc j'ai eu vraiment du mal à le fixer, ce petit élastique. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand il n'y en a pas. Et en plus, je suis pas certaine de l'effet comme ça que ça donne avec le petit élastique. Je pense que je préfère vraiment que ça fasse comme un petit short et puis que ça ne serre pas les cuisses. Donc à voir au porté. J'ai trouvé ces petits boutons en bois, et alors en fait comme c'était vraiment un tissu très uni, je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu de couleur avec une surpiqûre orange, et du coup pareil pour la boutonnière et puis pour la petite broderie. Je vous retourne également le modèle pour que vous puissiez voir un petit peu les finitions. Donc en fait moi j'ai vraiment terminé au point zigzag, je trouve que ça suffit pour ce genre de tissu. Je trouve qu'au niveau des jambes c'est ce qui fait le moins propre peut-être, mais au niveau de la parmenture, je trouve que c'est vraiment très très mignon justement qu'on ait cette petite surpiqûre orangée. Donc en fait c'est un point mouchoir finalement, simplement j'ai mis un point zigzag pour que ce soit un petit peu décoratif, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et pour de la couture enfant, honnêtement c'est tellement des vêtements qui vont être portés que quelques semaines dans leur vie, que je pense que ça suffit amplement. Inutile d'utiliser pour moi la surjeteuse pour ce genre de vêtements à cet âge, mais peut-être que je manque aussi un petit peu d'expérience en la matière, donc n'hésitez pas à me faire un retour dessus. En tout cas, super projet, très très mignon à coudre, très agréable à coudre, c'est rapide. Voilà, les petits projets comme ça comme on aime, et on imagine vraiment les enfants à l'intérieur, et ça c'est vraiment à croquer. Alors à la base je voulais offrir cette petite gigoteuse, mais je me suis dit pourquoi pas tenter une teinture végétale du coup sur un vêtement pour enfants. C'est un petit projet, c'est une petite pièce, donc si ça ne fonctionne pas, c'est un projet qui ne sera pas gâché, ou en tout cas le tissu ne sera pas gâché. Donc je me suis lancée dans la teinture végétale avec des orties pour obtenir un vert un peu amande, un beau vert eucalyptus. Je sais pas si vous voyez un petit peu le genre de couleur que ça pourrait faire. J'ai été captivée par cette couleur sur mon Pinterest justement. Et alors j'ai fait mes premiers essais, mais alors le résultat n'est pas du tout à la hauteur de mes espérances. Je vous montre. Donc j'ai teint uniquement le tissu. Donc vous voyez, on obtient une sorte En fait c'est vert. À l'image vous allez voir ça un peu comme un beige. Mais en fait ce qui ne me plaît pas, c'est qu'en fait ça fait sale. Ça fait sale. Je ne me vois pas du tout offrir ça à quelqu'un. Je trouve que ça me rappelle un petit peu, si vous voyez le vêtement de Dobby dans Harry Potter. Donc vous voyez, ça fait vraiment le petit haillon en fait. Donc ça rend peut-être même mieux à l'écran, mais en réalité ça fait vraiment... c'est vraiment pas très joli en fait, hein. Vraiment, il y a des petites variations jaunes, voilà, je suis pas convaincue. Bon après, là c'est le tissu tel qu'il a été teinté, je ne l'ai pas encore rincé pour la première fois. Peut-être que la couleur va encore changer, je l'ai simplement fait sécher ces derniers jours, et donc on obtient ce résultat. Voilà la différence avec le tissu initial, c'est un drap ancien en coton, blanc, donc tout ce qu'il y a de plus classique en la matière.
Et donc comme on peut le voir, la teinture a bien fonctionné puisque le tissu est vraiment bien teinté. Par contre c'est vraiment, le coloris n'est pas du tout à la hauteur de mes espérances. Moi je voulais vraiment obtenir un beau vert et là en fait on a quelque chose d'un peu beige, d'un peu jaune. Il y a toutes ces variations qui ne me plaisent pas, que je ne trouve pas très très belles, vous voyez, ça fait sale en fait. Donc je suis pas convaincue par cette couleur, donc pour l'instant je ne coupe pas la barboteuse et en fait je vais tenter peut-être, je vais le rincer une première fois et puis je pense que je vais le teinter peut-être avec du curcuma, vert plus jaune, ça devrait faire un mélange de couleurs sympa. Et puis de toute façon maintenant je ne risque plus rien puisque le tissu est déjà foutu de base, donc on verra le résultat plus tard. J'ai trouvé que c'était intéressant par contre de tenter la teinture végétale, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un long moment. Par contre je me suis lancée un petit peu sans vraiment être trop préparée, donc par exemple je n'avais pas de mordant pour préparer le tissu et je n'avais pas non plus de faitout en cuivre ou en alu pour pouvoir bien travailler les réactions chimiques des couleurs, etc. Donc j'y suis allée un petit peu comme ça pour découvrir, donc c'est sans regret, je suis contente d'avoir découvert ça. Ça m'a pris plusieurs jours quand même pour pouvoir teindre ce morceau de tissu, puisqu'il y a eu un premier jour de cuisson en fait des orties, et puis ensuite 2 jours où en fait le jus a pris une autre coloration avec l'oxydation, il y a eu plusieurs bains de réchauffe, etc. Donc en tout ça m'a pris 3 jours pour obtenir ce résultat. Et je pense que j'ai attendu un jour de trop parce que le premier jour qui a suivi le premier bain de départ, j'ai obtenu un super bel échantillon dans un vert amande un peu kaki. Donc j'étais hyper contente. Et là en fait du coup ce tissu là je l'ai teint 2 jours après le premier bain. Et je pense que la teinture est devenue trop sombre en fait au fur et à mesure du temps, donc j'ai attendu peut-être un jour de trop. Et en plus mon compagnon m'a fait remarquer que j'avais mis plus de tissu dans la préparation, ce qui fait que peut-être ça a dilué un petit peu trop comment dire, la pigmentation. Donc je ne sais pas si vous êtes expérimenté, si vous avez déjà fait des teintures végétales, mais si vous avez des petits conseils pour m'aider à mieux progresser en teinture végétale, notamment avec l'ortie, puisque là c'était vraiment l'ortie qui m'intéressait pour obtenir du vert, et bien je suis preneuse également de tous vos conseils. Donc par contre c'était mon premier essai en teinture végétale et je pense que ce ne sera pas mon dernier essai parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine beaucoup. Que je trouve très agréable dans toutes les étapes, par exemple de la cueillette des végétaux, au moment où on les prépare, au moment où on fait cuire, on voit la couleur qui commence à apparaître et ensuite on a vraiment ce plaisir en fait de teindre le tissu, de voir le résultat, de faire des comparaisons, etc. Ça a l'air par contre très complexe, je comprends pourquoi des personnes se spécialisent vraiment uniquement dans la teinture parce que ça a l'air vraiment très complexe. Et encore une fois, le fait de découvrir ça par moi-même me fait réaliser à quel point justement ces personnes sont talentueuses et à quel point en fait elles sont géniales de nous proposer des livres par exemple pour partager avec nous ce savoir-faire. Alors pour la partie nouveauté, j'ai plein de petites choses à vous partager. J'ai retrouvé des choses que j'aimerais utiliser pour le futur. J'ai lu aussi des ouvrages qui m'ont beaucoup plu pour stimuler ma créativité, pour enrichir mon petit monde intérieur créatif. Et puis j'ai commencé un petit projet aussi dont je voulais vous parler. Donc je vais commencer par un livre qui m'a beaucoup plu et qui n'a rien à voir avec la couture ou le tricot. J'avais dit que je parlerais uniquement de livres qui seraient en rapport avec le tricot ou la couture. Mais là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment lié à la créativité, donc j'avais envie d'en parler avec vous. Et c'est un livre, alors c'est un livre qui s'intitule Un nouveau regard sur l'art floral et c'est un livre qui parle de la célèbre maison de fleurs anglaise qui s'appelle donc Pulbrook and Gould.
J'ai vraiment adoré ce livre et pour moi c'est vraiment un booster de créativité parce que justement on parle des saisons, on parle de décoration, d'ambiance intérieure, on parle de cérémonie, qu'est-ce qui est adapté pour tel ou tel événement et ça c'est vraiment mes petits plaisirs à moi dans mon quotidien. Et bien c'est ça, c'est vraiment de célébrer chaque instant des saisons, de la vie, les petites célébrations, etc. Et j'adore particulièrement, comme vous avez pu le voir dans mes différents vlogs, j'adore récolter des végétaux un peu sauvages et faire des petits arrangements. C'est quelque chose que j'adore faire depuis toujours. Et donc m'intéresser à l'art floral, ça vient compléter en fait ce petit centre d'intérêt qui pourrait franchement devenir une passion. Dans ce livre, on se rend vraiment compte que les personnalités créatives, en fait, lorsqu'elles se rencontrent, elles peuvent eh bien, innover dans leur domaine et aller très très loin. C'est elles en fait qui ont contribué à faire entrer dans nos intérieurs les fleurs du jardin, les fleurs de champ, les fleurs un peu moins nobles en fait que celles que l'on cultive plus généralement pour la floristerie. Et donc j'aime beaucoup cette approche-là parce qu'on sent vraiment qu'il y a ce goût pour la nature, pour le naturel, pour le sauvage et qu'on voit vraiment la beauté de toutes ces petites fleurs en fait qui étaient un petit peu jusque-là un petit peu dénigrées ou un petit peu mises de côté par les fleuristes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. En fait ça m'a vraiment inspirée de me plonger dans ce témoignage, dans cette aventure humaine, dans cette entreprise qui a innové et qui a influencé ensuite tout le monde de la floristerie. Si vous aussi vous aimez faire des compositions, que vous aimez aussi récolter des végétaux, que vous aimez bien décorer votre maison, je pense que ce livre pourrait vous plaire parce qu'on sent vraiment qu'il y a une vraie recherche de sens. Il y a vraiment une recherche simple et à la fois subtile des symboles, des symboliques, etc. Donc je vous le recommande avec grand plaisir. Et vous allez voir que finalement ma lecture sur les fleurs m'a beaucoup inspirée puisque j'ai décidé de réaliser une petite série de broderies. Donc là ce sont des broderies libres on va dire. Alors j'avais aucun matériel pour faire de la broderie, donc j'ai fait toutes ces broderies avec du fil à coudre tout simplement. Parce que pour le coup là j'avais plusieurs couleurs. Donc là c'est la dernière que je suis en train de faire. Donc j'ai pris en fait pour gabarit une petite boîte en métal que j'avais avec des bonbons à l'anis. Et j'ai fait le contour et ensuite avec un stylo friction j'ai dessiné des feuillages, des fleurs, des branchages et surtout les lettres. Les lettres donc qui sont un peu dans le style monogramme, etc. Donc on a vraiment celui avec le M pour le M de Mathias, c'est mon compagnon. Lui, je lui ai fait du coup des myosotis. Je trouvais que c'était frais et voilà, j'avais envie de m'amuser. Il n'y a pas vraiment de rapport entre la lettre et la personnalité Enfin, il n'y a pas vraiment de rapport entre la broderie et la personnalité de la lettre, du prénom de la personne en question. C'était vraiment juste pour me faire plaisir. Donc il y a celle-ci. Ensuite, la première que j'avais fait, c'était celle avec la lettre N pour mon prénom, donc Nathalie, avec des belles fleurs jaunes. Ça me fait vraiment penser au mimosa. Et voilà, j'ai vraiment adoré faire ça. J'adore faire ça en fait devant la télé le soir ou dans mes petites temps de pause. Et puis Félix, le fils de mon compagnon, m'a demandé un avec donc des coquelicots. Donc voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire. Il me reste encore à faire des grosses fleurs et puis sa lettre en broderie. Voilà, donc vous voyez que la thématique des fleurs m'a beaucoup inspirée pour ce début de printemps. J'ai réalisé ces broderies il y a seulement quelques semaines, les 2 dernières semaines là, donc vous voyez c'est vraiment très frais et ça m'a vraiment détendue, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé ça aussi intéressant de faire quelque chose de nouveau que j'avais encore jamais fait et du coup j'ai hâte de les terminer et puis de les coudre et d'en faire des petits sachets lavande. Pour la lavande en fait j'ai acheté un grand sachet de lavande séchée. Et en fait j'en ai tellement énormément que je ne sais pas quoi en faire, donc c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais faire des sachets de lavande. Il y a
2 ans, j'avais fait pour presque toute ma famille, par personne, un masque de nuit en fait pour pouvoir bien dormir, et j'avais mis quelques grains de lavande dans ces masques, sauf que quand j'ai commandé, en fait j'ai commandé en trop grande quantité, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de me lancer dans ces sachets de lavande, d'en mettre plein mes armoires, et puis pourquoi pas d'en offrir un petit peu aussi aux amis, à la famille à l'avenir. Et puis je termine donc ce podcast créatif avec un projet qui va pour le coup être un projet qui va s'étendre sur le long terme, et je pense que vous n'allez pas le voir régulièrement dans les podcasts. Je voulais juste vous parler de ça. J'aime beaucoup regarder les vidéos et les podcasts de Rosébelle de Laine, et elle a partagé dans une de ses vidéos, enfin dans plusieurs de ses vidéos, les jardins de grand-mère. Donc ce sont en fait des assemblages de petites pièces en tissu qui sont cousues entre elles, et au final ça fait un peu comme un patchwork de forme un petit peu octogonale. Et en fait, je me suis dit que c'était une bonne façon d'utiliser ces chutes. Donc j'ai commencé à couper des chutes de tissu. Donc là j'ai un tartan dans les tons bleu nuit, un peu bleu pétrole. Et puis j'ai aussi un tissu blanc que j'ai récupéré en fait d'un chemisier qui était un peu taché, irrécupérable, mais sur lequel il y avait des petites broderies. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour faire en fait, pour commencer un dessus de lit par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc là c'est vraiment ce genre de petits travaux qui va prendre du temps. Par contre j'ai commencé à les plier, donc vous voyez après on a ces petites pièces. J'ai commencé à les plier, mais j'ai l'impression que ça se déforme beaucoup. Et donc j'ai pas commencé encore l'assemblage. Je vais surtout en fait attendre d'avoir d'autres coloris qui pourraient bien aller avec ces deux couleurs qui sont déjà bien contrastées, qui sont pas forcément dans les couleurs que je porte au quotidien. Donc je vais voir au fil du temps s'il y a des tissus qui vont bien s'accorder avec, et puis quand j'aurai une grosse quantité, je commencerai à coudre. Et donc pour l'instant vous voyez c'est vraiment un projet qui va être mis en attente sur du long terme. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je crois que je vous ai tout partagé, je crois que je vous ai tout dit sur mes récentes cousettes, sur mes récents travaux, mes récentes expériences. J'ai hâte honnêtement d'enchaîner là sur de nouveaux projets, et puis de revenir vers vous très très prochainement, et surtout finir mon gilet. Je pense que ça va être une de mes priorités dans les jours à venir. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, j'ai l'impression de vous avoir beaucoup sollicité pour me donner des conseils à plusieurs points de vue. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et on se retrouve très bientôt.